Quel plaisir. Alors, je vous explique qui est la personne, parce que moi, je le dis, j'ai un lien spécial avec toi, Volkan, mais les gens, ils le savent peut-être pas, parce que c'était il y a un certain temps, et depuis, on a eu beaucoup de nouveaux followers. Volkan Ozdemir, combattant suisse à l'UFC, passé par la catégorie des poids lourds, dans laquelle tu as combattu pour tenter de prendre la ceinture à Daniel Cormier, l'homme qui avait rendu fou John Jones. Aujourd'hui, tu es du côté des poids lourds légers. Dernier combat, tu as une blessure à la main, donc là, tu es en train de te rétablir. Et surtout, t'es déjà passé nous voir à Paris avant l'UFC Paris, et t'es le premier combattant qui m'a explosé la gueule chez RMC Sport. Ça monte ta tête. Et j'en garde un souvenir indélébile parce que j'ai beaucoup appris à tes côtés. Pas le dernier, heureusement. Ah ouais, non, ça fait plaisir. En tout cas, merci déjà de l'invitation à RMC Sport. Ça m'a fait plaisir de venir un petit peu dérouiller du monde. J'ai pu justement faire la connaissance un peu de tout le monde. Mais non, bien sûr, c'est un plaisir d'être là maintenant dans le live sur Twitch dans la sauce. Les gars, merci pour l'accueil. Ah, ça fait plaisir. C'est un plaisir de te retrouver. On récapitule un petit peu qui tu es à l'UFC. Tu es un combattant qui a changé de catégorie, qui est quand même très souvent dans le top 15 en train de monter, parfois de redescendre, qui peut aller jusqu'au title shot. T'es un combattant qui est spectaculaire. Je pense que l'UFC, il t'aime bien pour ça. En général, quand tu rentres dans la cage, c'est toujours la guerre, tu fais jamais semblant. Et t'as fait, là, sur les derniers combats, t'envoies quand même des sacrées guerres aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Profil striker spectaculaire, profil qui plaît. Comment ça va déjà, toi, ta blessure ? Comment ça se passe ? Est-ce que ça va mieux ? Ça va mieux, j'ai une opération, j'avais déjà un problème depuis longtemps en arrière, maintenant on a essayé de régler ça. Et puis je suis sur le chemin de la récupération, de retour à l'entraînement. Là, j'ai fait l'opération en Suisse, je suis retourné juste pour la fin d'année, passer du temps avec la famille, vraiment la récup sur place. Et là, je suis rentré en Suède, maintenant j'habite en Suède. Je m'entraîne à Team All Star avec Gustafsson, Khamzat. Et puis là, je suis de retour depuis 3 semaines. Ouais, donc là, pied à terre en Suède, tu l'as dit, tu t'entraînes dans la même salle que Alexander Gustafsson, qui avait affronté John Jones, parce que tu le sais forcément, là, cette semaine, on est obligé de parler un peu de John Jones. Khamzat Chimaev, celui qui terrorise tous les poids welter à l'UFC, mais qui commence à terroriser un peu les poids moyens, parce qu'on sait pas trop dans quelle catégorie il va aller. Donc ouais, tu t'entraînes avec des cracks, et finalement, en fait, vous êtes dans des catégories de poids. Toi, tu peux tourner avec des mecs comme Khamzat et tout, même si t'es un peu plus lourd. Ouais, non. Khamzat, par exemple, il est grand de toute manière, il est tellement explosif, il est vraiment fort, c'est quelqu'un de très bon niveau. C'est vraiment pas le poids qui gêne chez lui. Tu sais, je pense qu'en hors combat, il doit peser dans les 90 kilos. Et donc, vraiment, on est plus ou moins proches. Quelqu'un comme Khamzat, je veux dire, il a le niveau de prendre le haut du classement, même en poids mi-lourd. Donc vraiment, c'est quelqu'un déjà qui a un vraiment bon sparring pour moi. Ouais. Et toi, hors combat, t'es à quel poids ? Parce que évidemment, quand on pense au combat entre Cyril et John Jones, on parle de prise de poids, prise de masse, etc. Toi, t'es à combien hors combat, justement ? Alors là, justement, j'ai eu l'opération. J'ai pas vraiment fait de sport intensif depuis mon dernier combat. Et là, je suis justement en train de vouloir reprendre le poids. Je suis vraiment beaucoup trop gros. Ouais. Je suis à 114 kilos. D'accord, ok. Donc tu dois perdre 21 kilos, on va dire, à peu près pour combattre. Ouais, alors là, je vais déjà me stabiliser un petit peu plus sérieusement dans les 108. Et puis mon poids de forme vraiment hors combat, c'est dans les 104 kilos. Toi, c'est assez intéressant parce que tu as fait un peu la machine inverse de John Jones. Tu as fait catégorie poids lourd pour après aller lourd léger, si je dis pas de bêtises. C'est quoi ton avis ? Parce que tout le monde se pose la question, ouais, mais Jones, pour aller en lourd, en ci, en ça. Alors toi, tu l'as fait dans le trajet inverse, mais en soi, c'est possible. C'est possible de monter dans cette catégorie de poids et garder un petit peu les qualités athlétiques qu'avait John Jones, selon toi ? Disons que Jones n'a jamais été quelqu'un qui se reliait exclusivement sur sa rapidité, sur son explosivité. Il a vraiment une vision de jeu et une intelligence de jeu vraiment élevée. Je pense pas, et il est vraiment construit, il est très grand, il est longiligne.
s'il est capable de rajouter du poids, ce qu'il a fait donc, durant ces 3 dernières années, ça ne va pas vraiment lui changer son jeu. Je pense qu'il va pouvoir porter son poids sans souci. C'est pas quelqu'un qui bouge énormément rapidement, qui a un jeu de jambes comme Cyril. Donc c'est pas là-dessus que les détails ils vont réagir. Ok. On parle très souvent de l'avantage de John Jones au sol. Est-ce que moi je regardais ses derniers combats l'autre jour, tu vois, typiquement contre Reyes, et finalement dans ce combat contre Reyes, beaucoup de gens disent oui, Jones aurait pu perdre. Et tout le monde dit ouais, mais sa lutte est vraiment supérieure à celle de Cyril. Je trouve que dans le combat contre Reyes, il est un peu en galère sur la lutte. Jones, il n'est pas aussi efficace. Est-ce que tu penses que ça va être la clé du combat selon toi justement, et que c'est le terrain où Jones a le plus de certitude? Ouais, Reyes, moi je l'ai affronté aussi. Reyes, il est galère à mettre par terre, hein. Il se relève vite. Je l'ai mis peut-être 1 ou 2 takedowns. Il s'est vite relevé. Il a une capacité athlétique assez grande. Je pense que c'est pas pour rien que Jones a eu du mal aussi à le garder par terre. Maintenant, comme on avait vu, je sais pas si vous avez vu, il avait envoyé un tweet, Jones, sur Cyril. Mm-hmm. Je pense qu'il a commencé les hostilités cette semaine, hein. Il a commencé à parler un petit peu. Je pense que le mind game, il est en train de rentrer en action. C'était comme quoi l'adversaire le plus fort en lutte que Cyril a affronté, c'était Francis Ngannou. Tu vois, et c'était genre une pique, tu vois. En mode, Francis n'est pas un lutteur de classe mondiale, mais il l'a dominé théoriquement, mais il a une force énorme. Après, faut pas se leurrer. Dès qu'il a pris la position, en plus, c'est pas un takedown qu'il lui a mis. Il lui a ramassé le kick, il l'a mis par terre, tu vois. Une fois qu'il est par terre, c'est plus facile de maintenir que d'amener au sol. Donc, c'est là que les points, on sait pas trop comment ça se passe. Mais je pense que justement, ça va être un aspect décisif dans le combat. Et sans être spécialiste, hein, moi je suis pas expert MMA, mais si tu te dis aussi, si un Ngannou est obligé de s'en remettre à sa lutte pour faire mal à Cyril, c'est peut-être aussi que dans les autres secteurs, il est très complet, très performant, et que Ngannou avait peut-être pas le choix non plus de s'en remettre à ce niveau-là. J'avais une petite question parce que tu as une blessure à la main, alors tu nous as pas trop parlé de la nature et de la blessure, et ça te regarde. Dans les dernières interviews, on voit aussi Cyril parler de la longueur de la préparation. Il aurait aimé que ça dure un peu plus, qu'il ait par exemple 1 mois en plus, alors c'est peut-être de la com, hein. Mais notamment, il avait une grosse blessure à la main. Je crois qu'il s'est simplement pété la main face à Tuivasa. Toi qui passes un peu par là, est-ce que tu sais que est-ce que tu penses que tu auras une appréhension quand tu vas te remettre à taper, parce que c'est évidemment la clé, hein, les mains, surtout pour des strikers comme vous. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir une petite appréhension, ou bien quand on est combattant, on a toujours de toute façon des blessures avant de rentrer dans la cage? Ouais, ça dépend justement de la nature de la blessure, le temps de récup et comment elle a bien guéri. Moi, j'avais déjà une appréhension en fait. J'avais déjà une blessure qui m'empêche de frapper correctement. Et là, bien sûr, je me suis recassé la main par-dessus et là, j'ai une opération pour essayer de régler le problème. Maintenant, moi aussi, je suis en train de vouloir prendre le temps nécessaire pour pouvoir guérir ça, pour être sûr que j'ai plus ce problème d'appréhension, ce problème de ne pas pouvoir taper de toutes mes forces, de toujours utiliser ma main. Donc vraiment, c'est vraiment un problème, surtout quand ton métier, c'est de taper, hein, c'est tout bête. On met des patates avec une force colossale. C'est pas comme si on se cassait la main, il fallait attendre 8 semaines et puis ça irait bien. Il faut quand même l'utiliser à frapper fort. Surtout que oui, toi, c'est une de tes qualités principales. C'est cette espèce de feu que tu as dans les mains quand tu vas dans la cage. Tu es capable d'éteindre quand même pas mal de mecs. Tu en as éteint quand même pas mal aussi. Et puis tu n'as jamais refusé un combat. C'est-à-dire que tu as pris aussi tous les plus gros qui passaient, Volkan, dans ta carrière. Et, ça a toujours été quelque chose qu'on a voulu mettre en avant. C'était le fait que on dit non en personne et puis on est un company man, tu vois. C'est-à-dire que l'UFC, il offre quelque chose, on est là pour eux. Et puis, je pense que c'est aussi comme ça qu'on établit une belle relation, contrairement à des gens qui disent non, fois après fois. Ouais. Et puis après, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils ont refusé ci, ils ont refusé ça, le timing, le délai, les blessures. Moi, j'ai un combat que j'ai dû annuler à cause d'une blessure. C'était contre Krylov en octobre 2021. Et là, je l'ai refait contre Krylov sur mon dernier combat.
N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Volkan. Tu as parlé justement du trash talking un peu de Jones qui est arrivé cette semaine. Il disait notamment, je t'en parle parce que tu as affronté Reyes également, que Gane était peut-être même pas le meilleur kickboxer en quelque sorte qu'il allait affronter parce qu'il avait affronté Reyes. Tu penses quand même c'est du trash talk, Cyril est encore au-dessus à ce niveau-là de ce qu'il a affronté précédemment? Pour kickboxer, je mettrais pas Reyes dans le tas. Vraiment, Cyril, il fait du vrai kickboxing, de la vraie boxe thaï en fait. Il a vraiment un niveau élevé. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut différencier. Le striking de Cyril, c'est du striking vraiment haut level. Reyes, là, c'est du kickboxing basique où il utilise énormément d'athlétisme, de physique, de vitesse, surtout de vitesse, et puis de déplacement. Mais après, Cyril, évidemment, il a les déplacements et la vitesse, mais il a le jeu de jambes, etc. Mais il a aussi un niveau, une complexité de frappe et de combo qui est vraiment élite. Je regardais un truc parce que je suis sur ton Sherdog en même temps, Volkan. Je regarde un peu parce qu'il y a des blasts de fou dans ta carrière quand même. C'est un truc de malade. Typiquement, le combat contre Reyes, si tu t'en posais, tu penses que tu aurais eu un shot pour John Jones, toi aussi? Bah, c'était un petit peu le truc. Ouais. Moi, le seul problème, c'est que moi, je revenais d'une défaite contre Cormier pour le titre. J'ai eu un espèce de rebond, une chance au rebond évidemment, contre Anthony Smith. Ouais. Et là, c'était la galère. Je me suis cassé le nez 3 fois juste avant le fight. Non, 2 fois avant le fight et 1 fois dans le fight. Et après, j'ai dû par soumission. Et là, rédemption théoriquement encore. J'avais l'étoile montante, Reyes 10-0. Que des finishes ou je sais plus quoi, mais vraiment invaincu. Et étoile montante, là, moi, c'était vraiment le but, le stopper. Et lui, l'UFC, maintenant que moi, j'ai eu ma chance pour le titre, la rédemption, j'ai niqué, quoi, j'ai merdé. Et lui, il montait. Donc, en fait, tu as vu, j'ai fait une split décision. Tu vois, moi, j'estime que j'avais gagné. Pas tous pareils. Ouais, j'explique vite fait pour le chat, Volkan. Split decision, ça veut dire qu'il y a 2 juges qui ont donné Reyes gagnant et il y a un juge qui a donné Volkan gagnant en fait. Donc en gros, c'était une question d'appréciation. Il y a un mec qui te voyait gagner et toi tu te vois gagner. Bon là, t'as pas eu de chance, il y en a 2 qui voyaient Reyes, mais en mode ça aurait pu basculer aussi de ton côté, quoi. Ouais. Et puis en fait, Reyes, comme je pense que c'était un peu aussi l'étoile montante, elle a directement eu l'accès, vraiment la catapulte pour le titre. Il a fait un combat après ça contre Weidman, un peu vieux, il n'était pas trop en forme, et par contre c'était un gros nom, et directement il a pu combattre John Jones. Ok. Toi, parce que ça aurait pu faire partie de l'équation, comment t'aurais préparé un combat contre John Jones? Alors là, ce serait pas la même catégorie, ça aurait été en lourd léger, mais juste pour comprendre, parce que toi, t'étais dans la même caté, il était encore là, et il était encore champion. Ça représentait quoi à l'époque pour ceux qui se rendent pas compte, qui se disent mais c'est qui ce mec qui revient? Non, ça serait le plus gros fight camp de ta vie. Je pense que ta fight purse, tu la mets dans la préparation. Hein, je veux dire, le levier économique que tu peux te faire, vraiment, c'est différent. Avec une victoire contre contre John Jones, c'est vraiment un autre monde. Mais tu as investi dans les partenaires, il faut des mecs à la Dalsim, tu as le bras long, les jambes, les 3 km de frappe. Il faut le nutritionniste, il faut les soins au top, il faut tout, il faut vraiment les coachs et puis les mecs analyse vidéo. Tu vois comment il est, Jones, il est vraiment mathématique, il regarde tout, il analyse. Il faut un mec qui étudie ça. Un mec aussi, Jones, il est très en train de te rentrer dans la tête. Tu as vu, il a été très calme avec Cyril. Et là, il a commencé, ça fait une semaine et demie. Ouais. Pour toi, les petits tweets, les photos, tous ces petits trucs-là, c'est déjà le début du combat pour Jones. Il est déjà en train de se battre. Ah oui, alors lui, il se bat. Je pense qu'il a commencé dès qu'il a signé le contrat. Il est vraiment dans son monde. Mais
là, je pense qu'il s'est mis au public. On voit de nouveau les vidéos, ils sont disponibles. Même lui, il en a posté. Pas celle de l'UFC, mais lui-même sur son Instagram. Avant, c'était assez secret, tu vois. Ouais. On savait pas à quoi il ressemblait. Il a coupé son Insta pendant 2 ans quasiment. Ouais, et puis on ne voyait pas trop de vidéos de lui sur à quoi son corps ressemblait, tu vois. Et maintenant, il est beaucoup plus libre là-dessus. Et puis, ouais, je pense que... Par exemple, un truc que Cyril l'avait dit, c'est qu'il en avait rien à foutre dans une interview. Il disait, ouais, voilà, il le prend un peu mal. Et ben, RMC, vous étiez parti interviewer Jones. Ouais. Et l'intervenant, là, il montre une vidéo de Cyril qui en a RAF. Ouais. Et puis Jones, il l'a mal pris. On nous l'a un peu reproché d'ailleurs, ce petit moment, ouais. On va pas se mentir. Mais... on nous a dit que c'était peut-être pas la question à poser, apparemment. Ouais, alors, je pense que Jones, il l'a tellement mal pris. Mais dans le sens où il se dit, mec, j'affronte qui? Il me respecte pas, genre. Voilà. Comment je peux affronter un mec qui en a tellement rien à foutre, alors que lui, il vit ça d'une intensité inconsidérable. Volkan, t'as déjà échangé, toi, avec Jones en perso ou non? Non, la seule fois que je l'ai vu, c'était... Moi, j'avais fighté Jimmy Manoa. Ouais. Sur sa carte, c'était lui contre Cormier numéro 1. Ouais. Non, numéro 2. Numéro 2, ouais. J'ai le Sherdog, ouais. 2017, c'est le numéro 2. Numéro 2, ouais. Et puis, il était dans les couloirs. Il était vraiment grand dans le sens, tu vois, il se sentait... C'était son comeback en plus. C'était là où il revient avec I'm Coming Home. Exactement. Et tout. C'était vraiment le truc, quoi. Ouais, c'était après tous les déboires avec la police, avec la justice, tourner la tête, là. Mais justement, ça se voyait, il avait cette aura où je suis dans la salle, t'as vu, tout le monde me regarde, c'est moi, quoi. C'est un combattant que t'aimes, Jon Jones, et qui te fascine pour tout ce qu'il représente, ou bien le côté, la part d'ombre, elle te dérange davantage? T'es fasciné par le combattant ou un peu emmerdé par l'homme? Alors, j'ai commencé à le regarder pendant que j'étais à fond, mais je veux dire, à mes débuts dans le MMA, j'ai commencé à le regarder, donc c'était un des meilleurs, etc. Et après, plus je me suis mis à fond dedans, moins j'ai commencé à le kiffer, tu vois. Parce que c'est vrai, ça reste une part adversaire potentielle, etc. Mais c'est vrai qu'il a la petite astérix à côté de son nom, malgré tout ce qu'il a fait, avec peut-être le potentiel doping, les histoires en dehors de la cage, etc. Mais on peut rien lui enlever, ça c'est sûr. C'est marrant parce qu'on en parlait avec Faresiam qui divisait en fait le côté vie privée, etc., qui le regarde pas trop. Ce qui le dérangeait quasiment plus en tant que combattant, c'était l'utilisation de stéroïdes. Ouais. Où là, parce que on en parlait aussi avec Mathieu Leto Duclos, etc., où il disait quand tu te dopes en MMA, c'est pas la même chose qu'en cyclisme où c'est pour gagner la course. Là, potentiellement, tu peux mettre en péril la santé de l'adversaire, ce qui forcément est encore bien pire. On avait une question justement de Ocho Trocho qui nous disait pour toi, alors si ça avait été toi pour affronter Jon Jones ou si c'est Cyril, quelles sont les clés justement pour gagner? Est-ce que tu penses qu'avant tout il faut se concentrer sur ses points forts à soi, ou bien par exemple penser vraiment à absolument contrer la lutte de Jones? Sur quoi toi par exemple en préparation, si tu avais dû affronter Jon Jones, t'aurais mis l'accent sur quoi? La patate. Mais tu vois, ouais. Non, alors, tu vois, ça c'est un petit peu le truc où que Cormier m'avait dit aussi quand je l'avais affronté, c'est qu'il m'avait dit, moi, ma chance de victoire, c'était le KO, tu vois. Ça se mesurait sur un truc. Et que lui, il présentait le KO, la décision, le sol, tu as vu, il avait 10 fois plus de chance. Il était beaucoup plus facile. Et c'est là que tu vois la même chose avec Jones, c'est qu'il a vraiment les armes partout, dans tous les départements. Et c'est ce qui le rend dangereux. Par contre, je pense que pour quelqu'un comme Cyril, il faut qu'il utilise ses forces à lui. Par exemple, quand on fait une décision pour contrer la lutte, dans cet exemple-là, il ne faut pas venir faire de la lutte. Il n'est pas un lutteur, tu vois. Les de lutte sont des mix de Muay Thai. Tu vois, on met la main devant, on part, on prend l'espace, on envoie des coudes et puis on se dégage et puis on reste en pied-point. On n'a pas besoin de pousser la tête au niveau des hanches, ramasser les coudes. On n'a pas besoin de passer en grappling, en sport de préhension.
Et je pense que là, Cyril et son équipe, ils font les choix, les meilleurs choix, parce que je les vois des fois s'entraîner. Quand ils font la lutte contre la cage, ils font pas de la lutte. Ils font comme de l'anti-lutte. Tu vois, ils font des placements de bras, de barrières, de pieds pour envoyer des frappes et partir. Un peu comme Volkanovski quand il se prépare contre Makhachev, où le but, c'est pas de rentrer dans un duel dans le sol, c'est de trouver la technique pour s'en sortir ou pour pas se faire vraiment dominer, quoi. Ah, tout à fait, parce que voilà, il y a les années derrière, il y a l'expérience. Quand c'est dans le dur, quand tu es fatigué, le cœur il bat à 180, la tête elle n'est pas là, il y a du bruit partout, tu as du mal à respirer, tu sais pas quoi faire. Mec, ça se passe au feeling. Une mauvaise décision, ça arrive tellement bête. Maintenant, c'est pas la fin, mais il faut savoir rebondir dessus. Et celui qui rebondit le mieux dessus, c'est celui qui a le plus d'expérience. Et pour ça, la lutte, c'est John Jones. Toi, tu l'as dit, tu t'entraînes avec Alexander Gustafsson, qui a peut-être fait le combat le plus accompli qui existe face à John Jones. Je pense que c'est peut-être même celui dans lequel on se dit, peut-être le seul mec qui aurait pu le battre, c'était lui. Parfois, il te parle de ça un peu, vous en avez déjà discuté ensemble de ce combat-là, parce que... Non, alors... ce combat, il est connu, il passe à la salle souvent. T'as vu, à la salle, on a des télés avec les meilleurs fights des combattants sur place. Il passe tout le temps ce combat. T'as vu les highlights, les meilleurs moments. C'est toujours un plaisir de revoir ça, parce que c'est vrai qu'il lui a mis aussi des sacrées patates. Le combat, il s'est joué très serré, quoi. Sur un round, c'est 3 rounds à 2, on le rappelle pour ceux qui l'ont pas vu ce combat. Jones prend 3 rounds, Gustafsson en prend 2. Et en sortant, Gustafsson a l'impression qu'il a gagné le combat, mais que c'est toujours la même chose, quoi. C'est qu'il faut en faire clairement plus pour battre le champion. Quand il y a un doute, c'est à domicile et pour le champion, quoi. Mais lui sortait avec beaucoup de frustration. Ah non, je pense que le tournant de la carrière de Gustafsson, c'était un combat. Tu sais, des combats comme ça te prend des années de carrière, hein, ça te prend des années de vie presque, on va dire. Peut-être pas de vie, mais. Les deux, ils finissent à l'hôpital. Je crois que c'est la première fois que Jones finit à l'hôpital après un combat. Il se fracture le yep. Gustafsson, je pense que c'est la plus grosse guerre, parce qu'avant ça, il déboîte tout le monde qui a sur son passage. Hein. Les deux. Et on le dit souvent, affronter Jones, c'est pas prendre le risque de se manger une patate et de dormir contre Francis, c'est de se faire exploser tout le corps et après de perdre. Et nerveusement aussi, ça doit énormément pomper, parce que je regardais moi les résultats de Reyes après le combat face à Jones, et je crois qu'il a perdu après tous les combats après qu'il a disputé ou autre. Hein, ça... C'est le combat. C'est comme quand tu joues le PSG. Ça prend beaucoup dans la tête après. Hein. Il y a plein de questions pour toi dans le chat. Quel a été le combattant le plus difficile à combattre que tu aies eu? Cormier, parce que il n'arrête pas avec la pression, en fait. Il a cette façon de faire et d'avancer vers toi avec les mains un petit peu à te toucher. Tu sais pas trop s'il est là ou il n'est pas là, mais il est toujours dans ta tête, en fait. Et il joue vraiment en cardio avec la pression et la lutte. Et ça a été, je pense, le plus galère, parce que moi, j'ai passé un round à bien faire, mais ça m'a pris un toll sur le cardio, parce que j'ai dû défendre à chaque instant à 100%. Et lui, vraiment, son jeu, c'était sur le long terme. Ouais. Et puis en plus de ça, c'est assez drôle, parce que quand tu vois le physique de Cormier, tu t'imagines pas que son cardio il est sans limite en plus, quoi. Ouais. Mais t'as vu aussi, c'est ça qui est trompeur, parce que les punchers, les gens, t'as vu tous les Mike Tyson, tu vois, ils sont balèzes, c'est des putains de punchers, ils mettent des KO, c'est charbon nuit. Mais ils ont trop de muscles et ça demande beaucoup plus d'oxygène. Et en fait, tous les plus grands punchers, ils ont pas un cardio de ouf, parce qu'en fait, ils ont une plus grosse dépense énergétique. Donc, ils ont besoin d'un meilleur cardio, et c'est là où la balance, elle gêne. Cormier, vous avez parlé et tout après ce combat-là, genre ça a créé un truc, parce que on a une image d'un mec qui a l'air vraiment hyper sympa. C'est un mec qui t'a discuté, genre sympa, ça devient pote après ce genre de guerre que vous avez faite, parce que c'est un gros combat quand même. Cormier, justement, c'était juste après, justement, on avait posté après le fight, il y a eu une photo de lui et moi dans le vestiaire.
il m'avait appelé vite fait, je passais devant et j'ai juste dit bonjour, il m'a dit hey, reviens ici là. Et puis on a parlé un petit peu, on s'est assis, on a échangé quelques 3 mots, et il y a une petite vidéo aussi trouvable, je sais pas où là. Et puis c'est où là on avait pris une photo, c'était la première photo qui avait explosé chez moi sur mon Instagram, qui avait fait je sais plus combien de likes. Mais c'était justement le moment qui était génial. Tu as vu, on était les deux assis, on parlait après le fight, taper la pause, et puis allez, ciao, bonne nuit. On va mettre la glace sur le visage. Sympa ça. Voilà. La question qui revient le plus dans le chat, c'est évidemment ton pronostic sur Gane Jones. On a un petit peu analysé le combat, mais si tu devais te mouiller déjà, est-ce que tu penses que c'est un combat qui va au terme, qui va à la décision, ou normalement ça devrait se jouer avant ? Je pense décision pour Jones, malheureusement. Moi, je suis derrière Gane à 100%, ça c'est sûr. Mais ce que je le vois, c'est un peu trop versatile. Qui est capable de faire tout. Cyril, ce qu'on peut dire, c'est que j'espère qu'il arrive à appliquer vraiment, je ne sais pas c'est quoi son game plan, hein, mais qu'il arrive à appliquer son game plan pour pouvoir faire son jeu. Après, c'est possible qu'avec les kicks aux jambes ou au corps, il va pouvoir aussi commencer à se libérer. Et vraiment, c'est ce que j'espère, c'est que je pense que Jones, il a des jambes fines, déjà ouais, ça. Hein. Et longue. Toujours d'ailleurs, il n'a pas pris un gramme dans les jambes, on dirait. Non, alors ça c'est le problème avec son corps, son type de morphologie. Il a beau être buff comme s'il veut, ses jambes, c'est des muscles très longs, très fins. Il va pas prendre c'est pas ici qu'il va prendre de la masse. Donc c'est vraiment une cible sur laquelle matraquer. Il avait très bien défendu contre Thiago Santos, Jones, quand il avait affronté Santos. Il a niqué, Santos s'est niqué les deux genoux sur Jones. Et d'ailleurs, Santos aussi, il n'a plus été le même après son combat. T'imagines, il avait, je crois, 1 ou 2 fois les ligaments croisés et les ménisques. Donc il avait rupture du ménisque, ligaments croisés sur un pied, et peut-être, je crois, il avait les 2 pieds croisés ou les 2 pieds ménisques, un truc du genre. Mais il avait les 2 genoux niqués. Donc il bloquait bien aussi Jones. Mais après, vraiment, c'est pas parce qu'il bloque bien que tu peux pas le faire de la magie en haut pour venir taper en bas, tu vois. Donc Cyril, je pense qu'il est très versatile avec ses front kicks, ses genoux, ses kicks aux jambes. Je pense qu'il a de quoi jouer, il a de quoi faire. Toi, t'étais là à l'UFC Paris. On a vu aussi ce nouveau visage de Cyril Gane qui tombe, qui se relève et qui devient ultra agressif. Toi qui es combattant, tu penses que ça c'est un truc qui s'est réveillé chez lui et que maintenant on peut retrouver vraiment souvent dans ses combats là, cette espèce de vas-y maintenant je vais à la guerre? Ouais, alors je crois que c'était un petit peu le but de ce que j'ai pu voir dans des vidéos de Cyril, c'était vraiment de donner l'intérieur de soi-même aux entraînements évidemment, mais pour transparaître ça dans les combats. Et là, il a été cherché, ça a été la cloche, quoi, le réveil. Heureusement, la patate, elle est passée quand même par-dessus. Il est tombé, mais c'était pas un montant. C'est pas appuyé, quoi, ouais. Non. Donc, heureusement, ça l'a permis de. Bon, il a bien géré, hein, parce qu'il n'était pas dans le feu de l'action non plus. Il était toujours en train de bouger bien. Donc, c'est grâce à lui, hein, qu'il a il se fait agripper, mais il était vraiment en train de reculer, d'esquiver. Enfin, il se fait vraiment frôler, mais ça frôle fort, quoi. Ouais, mais justement, c'était parfait. Maintenant, faut pas attendre la patate pour se réveiller. Hein. Mais je pense qu'avec un fight de l'ampleur de Jones, il n'y a pas le temps de. Ouais. D'entrée, il faut que tu sois en mode tueur parce que lui, c'est un assassin. À John, je pense, comme je te dis, ça a commencé le jour où il a signé le combat. Lui, c'était la guerre qui a été déclarée. Je pense que si vous allez observer, peut-être, je ne sais pas, vous allez penser ce que vous allez penser. Mais dès qu'il est sur le ring, quand il va rentrer sur le ring, ce sera déjà le début des hostilités pour Jones. Aux questions de regard, aux questions de placement de corps, aux questions de prendre l'espace dans la cage, la façon de marcher.
Je pense que même, tu sais, lors du face-off, après la pesée cérémoniale, je pense que Jones, il est déjà dans le combat de... Ah oui, surtout, surtout. Ah, les combattants, ils se rencontrent. Tu vois, surtout les combattants comme Jones, c'est des superstars. Ils sont dans les mêmes hôtels, des fois, pas toujours, pas tous. Mais par exemple, comme Conor, où on était à Abu Dhabi, on est tous à Abu Dhabi dans un joli hôtel, hein, c'est pas que c'est un hôtel de merde. Mais eux, ils sont dans la partie où personne va. Ouais. T'as vu, il y a une aile par là-bas, on n'a pas le droit de passage, mais eux, ils ont un putain de mansion, etc., machin et tout, tu vois. Et puis, eux, ils sont privés, ils se mélangent, on les voit jamais, tu vois. Quand ils se baladent dans les couloirs, c'est pas les mêmes couloirs que nous, Ouais. tu vois. Donc, on risque pas de les croiser, tu vois. Tu vois, c'est ouf alors que t'es un combattant, t'es un combattant top 15 UFC. Genre, tu sais, t'es pas un non classé ou quoi. Mais il y a encore un autre monde qui existe. Ouais. Après, t'as vu, ça c'est la thune, hein. On sait, il y a riche et riche, tu vois. Je veux dire, ça c'est des endroits que Cristiano Ronaldo y vont, tu vois. Ouais. C'est des gens comme ça, tu vois. Ils veulent la privacité parce qu'ils sont vraiment des stars. Ils vont se faire chier à prendre des photos partout. Imagine Ronaldo, il va au Four Seasons à Paris, et mec, il faut quand même que, tu vois. Ça, c'est bon, un truc de riche, mais il faut quand même qu'il ait la chambre privée, tu vois, enfin, l'étage privé, je veux dire, tu vois. Mais ça n'a rien d'anodin ce que tu dis, parce qu'on a vu d'ailleurs que Cyril, alors qui est une star de l'UFC, là il n'y a pas de doute là-dessus, a changé ses habitudes et ne loge plus à l'hôtel de l'UFC, mais a pris cette fois une villa un petit peu reculée pour ne pas justement croiser trop de monde, pour être dans sa bulle. Et ça, souvent à Vegas, c'est des gens qui disent beaucoup ça. Les premières fois où ils y vont, ils prennent l'hôtel, etc. Et puis ils perdent de l'énergie. Toi aussi, t'as déjà ressenti ça. Je sais pas, c'est quoi tes habitudes quoi, quand tu combats à Vegas? Tu restes à l'hôtel de l'UFC ou t'aimes bien avoir un peu d'être un peu sur le côté? Alors, ces temps, je reste beaucoup dans l'hôtel parce qu'en fait, j'aime retrouver en fait aussi l'aspect des débuts, tu vois, l'aspect La grind. simplicité. Ouais, parce qu'après, tu sais, j'avais aussi commencé à toujours bien m'habiller pour les pesées, pour les machins. Maintenant, mec, je prends les sweats UFC, la capuche, charbonnée, tu sais. Pas besoin de fioritures dans ma tête. Maintenant, le but, c'est de gagner. Mais c'est vrai que tu vois, il y avait un petit peu ce sentiment où faire attention parce que je suis le combattant, et il faut comme ça, si ça. Au bout d'un moment, tu peux tout faire toi-même. Tu vois, des fois, moi, j'ai aussi mes amis, ils disent on fait ça, toi, tu es le combattant, tu n'as pas besoin de marcher avec les affaires, tu vois. Toi, tu marches comme ça, il y a les caméras, ils te filment ou autre. Nous, on porte ton sac. Tu vois, et ça, ce genre de choses, j'ai plus envie d'avoir, tu sais, parce que c'est cool de faire un peu la star, t'as vu, dans ces Fight De Week, bomber c'est le cool, torse et voilà. de faire Voilà, porter les sacs aux copains. Mais, après, il faut pas de nouveau s'envoler, etc. Il faut revenir un peu dans la réalité, un petit peu dans le dur, et puis c'est là aussi ce que j'aime avoir. C'est ouf. Parce que t'es en train de nous dire qu'à un moment donné, t'as un peu fait le bourgeois, mais t'es revenu à des trucs un peu plus simples. Alors, c'est pas bourgeois, t'as vu, parce qu'en fait, c'est. Non, mais je comprends en mode, tu sais, Volcan, je t'en voudrais jamais. Je pense que je vis la même truc que toi, je fais pareil que toi. Hein. Ah ouais, bon, après, je me suis aussi bien senti voler. Hein. Tu as vu, moi, au début, l'UFC, il te monte. Hein, c'est vénère. Moi, j'habitais aux États-Unis, tu vois. J'étais en Floride, je m'entraînais là-bas. Je combattais d'ici, Cormier. Et puis, mec, dans toutes les toilettes, dans les salles, dans les trucs les bars de sport, tu sais, sports bar, il y avait l'affiche de l'UFC, moi, tu vois. Tu vois, j'allais pisser dans les toilettes, je voyais ça. Je sortais là-bas, je voyais ma tête, tu vois. Putain, il y a beaucoup de miroirs à Vegas, c'est bizarre. Non, mais tu vois, t'avais ta tête un petit peu partout. Ouais. C'est quand même vénère. Et les gens qui te connaissent, même les gens, en fait, quand ils voient ta tête comme ça, ils savent pas du tout quel sport tu fais, ils savent pas ce que tu fais, mais t'es célèbre, t'as vu. Ils veulent des photos avec toi. Ouais, t'as pas l'air de faire du bowling non plus, hein, donc. Ah, c'est sûr. Bah, tu vois, des fois, t'as un type qui veut une photo avec toi, les autres, ils savent même pas qui t'es, ils vont faire la queue pour faire la photo, tu vois. Ouais. Et puis, c'est clair, au bout d'un moment, ça monte à la tête, hein, tu vois. Non, mais je comprends. C'est qui, toi, ton GOAT, justement, en MMA? Bah alors, je pense Jones. Ouais. Parce que ça reste mon poids aussi. Et puis, je pense que numéro 1, avec l'accomplissement, c'est lui. Après, Silva, Saint-Pierre et Khabib. Ok.
Bon, t'as à peu près le même classement des GOAT que Jones. Ouais, que Jones. Il En dit fait, les mêmes que toi. J'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est bon. Bon, on est d'accord. Et une éventuelle défaite de Jones, ça pourrait le faire tomber du piédestal? Je pense que ça le fera tomber lui de très haut. Je pense qu'il n'envisage pas du tout la défaite. Dans sa tête, tu vois, il fait partie de l'armée de Dieu, là, j'en sais rien ce qui est. C'est l'élu, quoi, dans sa tête. Ouais, oui, alors, ouais, lui, il disait, moi, le projet de Dieu pour moi, c'est d'être imbattable de toute façon. Ouais, non, lui, il est très calé là-dessus, et puis je pense qu'il voit pas, mais je pense que si lui, il perd, c'est là que ça va être vraiment sa vie s'effondre, c'est toute sa vie, ce truc-là, en fait. Ouais, et là, faut voir. Déjà, en plus, imagine, il perd à Vegas. T'imagines la soirée qu'il va faire le soir même, il va faire de nouveau cocaïne, surtout que pute, machin. Ils ont déjà communiqué sur Insta son after party à Vegas. Ouais, absolument. Il y a sa photo. On est déjà en place. Non, mais c'est vrai, il y a déjà le petit flyer qui est sorti et tout. Volkan, on va revenir sur toi, même si on sait que t'es en rétablissement. Catégorie des lourds légers, aujourd'hui le champion, c'est Jamal Hill. Il y a eu 3 champions différents sur la même année. Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a peut-être une chance, cette ceinture elle est atteignable, c'est un objectif pour toi d'aller chercher? Parce que pour expliquer, la catégorie en fait elle est incertaine de ouf. Là, et ça bouge tout le temps chez vous. Ouais. Non, t'as vu, on est passé devant 10 ans à peu près, il y avait que Jones. Et après il y a eu Cormier, quand Jones a eu ses déboires. Après le retour de Jones, bref, on ne sait pas trop ce qui se passait. Et ensuite, maintenant, ça commence vraiment à changer carrément à chaque combat. C'est vraiment quelque chose de bien. C'est quelque chose qui fait bouger les choses. Tu vois, ça fait beaucoup plus de chances, d'opportunités au titre. Et c'est aussi une catégorie où vraiment tout peut arriver assez vite. Moi, j'étais justement dans mon optique. Hein, tu as vu, j'avais une dernière victoire. Je me suis dit, vas-y, j'enchaîne une deuxième victoire. Il m'en faut une en plus. Et puis, je pense que je peux de nouveau me remettre dans la course au titre. Assez rapide. Enfin, avoir un title shot, je veux dire. Ouais. Assez rapide. Mais mon dernier combat, donc, c'était une défaite. Donc là, il faut de nouveau prendre les choses à zéro. Maintenant, il faut faire des victoires de qualité. Mais je pense que comme c'est une catégorie où les choses vont vite, si tu as 2 victoires de qualité, des KO ou des choses, hein, pas des victoires à la décision, ça peut te donner déjà une chance pour le titre. Tu vois. Ouais. Si toi justement, parce que le titre il s'est disputé, bah alors je vais refaire un peu l'équation. Jamal Hill il est champion, c'est plutôt un combattant debout. L'ancien champion c'était Prochaska, assez complet, tu l'as déjà affronté. D'ailleurs tu as été vraiment son premier gros test. Tu commences très très fort. Bon après Prochaska il a aussi cette espèce de truc un peu fou où d'un coup il a réussi à emballer le combat, mais tu l'avais bien endommagé sur le début. Tu préfères affronter un Jamal Hill, un Prochaska, un Ankalaev? C'est quoi qui te paraît le plus prenable si tu voulais être champion de cette catégorie là? Moi je sais pas, contre Jamal Hill a priori je dirais que je pense que ça peut faire une bonne guerre avec toi. Vous avez les bons styles qui s'opposent, mais est-ce que toi tu vois autre chose? Ouais, bah écoute, Hill, Ankalaev et Prochaska, les deux, je les ai affrontés. Il reste plus que Hill. Mais de toute manière, c'est des combats que j'ai envie de gagner. T'as eu faire des bons débuts de combat, ce que je suis assez connu pour. C'est joli, mais t'as vu, c'est pas ça qui met le W à la fin du combat, t'as vu. Le but, c'est de pouvoir emballer le combat, qu'il soit fini avec 3 mains levées. Donc, de toute manière, les 3, c'est des combats que j'ai envie de recommencer. Ouais, tu reprendrais les 3 là, comme ça. Franchement, on peut commencer par Hill, et puis après, on peut faire tous la queue petit à petit. Ok. Est-ce que, bon, tu sais, c'est un peu le grand thème en ce moment et tout. Tiens, maintenant, j'avais une autre question. Est-ce que potentiellement, si on suit ton planning de rétablissement et de guérison, et je sais que tu m'en as déjà parlé, un UFC Paris pour Volkan Ozdemir, c'est un truc qui pourrait se tenter en septembre, un truc comme ça? Ah, mais t'as vu, moi, c'était déjà mon rêve pour le premier. Je me suis dit, il faut absolument que je sois sur cette carte.
Quand on s'est vu malheureusement, après, parce qu'on s'est vu après dans les tribunes, et Volkan fait non mais l'ambiance c'était un truc de ouf quand même. ouais, franchement, la Marseillaise lors du fight, c'était incroyable. T'as vu, je suis pas français, mais la Marseillaise, je l'ai chanté pareil. Très bien. Mais non, c'était une ambiance de folie. Et t'as vu, on voit que c'est un public aussi de footeux, tu sais, t'as vu. Les chants, les supporters, c'est pas la même chose que tu vois. Bon, en Angleterre, c'est assez pareil. Il y a aussi une ambiance de folie. Hein. C'est pour ça que l'UFC vient tout le temps en Angleterre. Mais t'as vu, le public américain, c'est pas pareil. Ouais, parce que toi, Volkan, faut le dire, t'as fait UFC Londres. Bon, t'as battu un Écossais, donc t'es pas forcément celui que le public a préféré, hein, forcément. Ah, non. T'étais pas chez toi. Et derrière, t'arrives quelques mois après, je crois que c'est 2 mois après, à l'UFC Paris en pur spectateur, et se dit. Putain, mais est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire l'UFC Paris? Ça aurait été beaucoup mieux d'être à Paris, hein, c'est sûr. Je rentrais comme ça, les gens écrivent comme ça, je suis devant, je suis en train d'attendre avant d'entrer, ils disent mon nom, j'ai la tête baissée comme ça, il y a tout le monde qui crie, tout le monde qui dit. Tu serais rentré sur du Booba ou pas? Ouais, sûr, ou bien autre chose, n'importe, mais je pense à un truc rap français, t'as vu, un truc bien lourd. Parce que Flo, je sais pas si tu savais, mais Volkan et Booba, les deux, c'est les poteaux. Connect. Ça me fait kiffer. Est-ce que tu trouves qu'il y a un combattant aujourd'hui à l'UFC qui est un peu surcoté? Surcoté. Alors, je te mens pas, tout le monde en ce moment dit pas du Pimlet. Si tu me sors mais c'est pas Sakaté. si tu me sors un autre blast, ça m'arrange. Est-ce qu'en lourd léger, tu trouves qu'il y en a un par exemple qui fait trop de bruit pour rien? J'ai hésité à dire Paddy parce qu'en fait c'est le plus médiatisé, mais il est pas nul, hein. Le truc c'est que t'as vu, le truc c'est qu'ils sont mis en avant. Mais il y a l'aspect développemental, tu vois. Au Bellator, c'est très clair. Ils ont le contrat athlète développement, tu as vu. Ils leur filent des fights pas faciles, mais pour construire leur carrière. Le temps qu'ils évoluent et quand ils seront forts, là, ils leur mettront des vrais gars en face. À l'UFC, c'est pas vraiment comme ça, mais tu as vu pour des gens comme Paddy ou bien Molly, comme sa pote là. Molly McCann, ouais. Ouais, il leur facilite quand même un peu la route, tu vois. Sean O'Malley aussi, tu le mets là-dedans? Lui, il a prouvé. Non, il a commencé comme ça. Ouais. Mais là, il a prouvé son dernier fight, Peter Yan. C'était. Mais tu sais quoi, je l'ai même pas vu. C'était le même sort que moi. Ouais, bah oui. Mais je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu et puis que c'était monstre serré. Après, on s'est vu à Dubaï le lendemain. Lui faisait la fête, tu vois. Enfin, moi aussi, hein, mais il vaut ce qu'il vaut. Pour toi, il a prouvé, c'est fini, ça c'est derrière maintenant. Non, il est fort. Donc toi, au lourd léger, il y a pas trop de grande gueule, il y a pas trop de mecs qui. Je sais même plus qui y a maintenant, il y a quoi, tac, non. Bah vous avez pas une catégorie, bah déjà vous avez une catégorie où il n'y a pas énormément de quinri, donc c'est vrai que niveau trash talk du coup les mecs sont un peu limités en vrai, on va pas se mentir. C'est vrai, il y a beaucoup d'étrangers en fait, il y a pas mal d'Européens. T'as quoi, t'as Polonais, République Tchèque, avec toi Suisse. On n'a pas de Français nous en lourd léger? Serbe, Autrichien. Ouais. Il y a quoi maintenant t'as les Slaves là, je sais plus c'est quel pays là, ces gars là, comment ils s'appellent, Modestas là. C'est quoi, c'est Georgie non? Je sais plus qu'est-ce qu'il est. J'ai regardé. Latvia ou un truc comme ça. Ah, Lettonie, ouais. Peut-être. C'est pas Rakic qui est d'origine là-bas aussi non? Non, lui il est serbe. Ah oui non, c'est serbe-autrichien. Krylov ukrainien, Johnny Walker brésilien, Spawn américain numéro 8. Ouais. Il a fait la place maintenant. Ouais, ça c'est le combat qui a pas eu lieu ce week-end. Ouais, j'ai vu un petit -1, à côté de ton nom avant de venir, je suis désolé. Il y a que il et Spawn. Ouais, je viens de voir, il a pris ma place, cet enfoiré là. T'es 9ème, il y a un petit trait rouge. Quel enfoiré. C'est bon, tu vas remonter Volkan, on sait très bien. Après il y a Paul Craig, là il est écossais. Ouais, mais Paul Craig, tu l'as. Moi, franchement, ce que t'as fait à Paul Craig, j'étais content. Paul Craig, il voulait absolument se faire la jambe de Volkan pendant 3 rounds. Il court après la jambe comme ça, Volkan, il dit vas-y, lâche-moi, qu'est-ce que tu fais là? Mais je pense que ça l'a un petit peu montré sa faiblesse, le game plan à avoir contre Craig, t'as vu, et que sans ça, en fait, il fait pas grand-chose. Bah, en vrai, parce que c'est ouf, Paul Craig, c'est le seul mec qui a battu Jamal Hill, le champion, et Volkan, il a fait passer Paul Craig pour un petit.
Mais t'as vu comme des fois les mathématiques dans l'UFC. C'est ouf, hein. Parce que, ouais, bon, il a battu Paul Craig, il a battu aussi Ankalaev, t'as vu? C'est vrai. C'est le seul mec qui a battu Ankalaev. Mais bon, c'était la dernière seconde de trois rounds de beatdown, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je me dis, il Ozdemir, moi ça me plaît. Parce qu'en fait, t'as vu l'UFC, ce qu'ils veulent faire, c'est que je crois si Craig, Craig il a recombattu, mais je sais plus ce que ça a donné. En gros, si Craig regagnait, c'était de refaire en mode il et Craig, genre c'est la revanche, celui qui l'a battu. Et voir ce que ça allait donner. Après, il faut une histoire à vendre, il faut qu'il y ait quelque chose à vendre pour que les gens y cliquent, pour que les gens y regardent. Sinon, tu vois, ils ont de la peine à vendre. C'est pour ça que les Américains aiment bien l'UFC aime bien les Américains. Parce qu'au moins, ils ont la grande gueule, tu vois. Putain, je regarde tes stats quand même, 18 victoires, 12 KO. Hein. T'es vraiment un sacré bourrin. Ouais. T'as vu, c'est juste que depuis j'ai eu ma blessure à la main, les KO, j'ai eu du mal à les remettre, là. Après, j'ai les pieds, j'ai les coudes, les genoux, je veux dire, c'est pas une excuse, mais c'est vraiment dommage. Là, tu remonterais en lourd pour te refaire des combats ou vas-y, tu restes chez les lourds légers, c'est mieux? Non, lourd léger, ça a toujours été l'objectif, tu vois, d'avoir la ceinture. Ouais. Maintenant, lourd, il faudrait juste que ce soit un combat qui vaille la peine. Et franchement, je monte en lourd. Sérieux, ce serait qui le combat qui vaut la peine en lourd pour toi? Alors, justement, là, j'aurais aucune idée. Qu'est-ce qu'il y a dans le... Là, de tête, il y a quoi? Il y a Jones, il y a Gann. Il y a Pavlovich. Il y a Pavlovich, il y a Blades. Il y a Spinal, c'est des beaux morceaux. Il y a Spivak qui est un bon judoka. Il y a Jelton Almeida qui est un peu le nouveau mec qui monte. Stipe, ce serait parfait parce qu'il n'est pas monstre lourd, t'as vu? Ouais. Son dernier combat contre Francis, il faisait quoi? 103 kilos, Francis, il faisait 115, j'en sais rien, mec. Et c'était quoi, début d'année 2022? Ça fait déjà un moment. Ouais. Ensuite, il y a RFN qui propose Tuivasa aussi dans le. Ah ouais, Tuivasa, c'est sympa. Ouais, Tuivasa, c'est une belle guerre. J'avoue, spectacle sympa là. Ça, c'est un truc qui me ferait kiffer, t'as vu? Et t'as vu les combats du petit Brésilien là, qui arrive fort chez les lourds, Jelton Almeida? Il fait lourd, léger et lourd aussi, un gros puncher. Ouais, lui il est fort, ouais. Lui il est fort. Il va être un top 5 dans pas longtemps, ouais. Ah, tu penses? Toi, tu l'as vu, pour toi, c'est du goût de très lourd. Tu vois quand même les gens en avance. Tu vois, surtout quand c'est ta catégorie. Moi, quand je regardais les mecs en mi-lourd, je vois tout d'un coup un contender, enfin, un mec qui est fort, un nouveau. Le mec, il a fait un combat de haut. Tu vois, et puis souvent aussi, les bonnes personnes, réellement, ils les mettent dans les belles cartes. Tu vois, par exemple, ce samedi, il y aura Bo Nickal. Ouais. Le welterweight, lui, ils l'ont pas mis dans cette carte ce samedi pour rien. Ah oui, non. Il est en main event, il a un bon combat, un bon adversaire. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'il fasse des seuls. Ils veulent que maintenant les yeux sur lui, et pour ça, ils vont le monter plus tard. Parce que, Bonical, pour ceux qui ne savent pas, on en parlera au cours de la semaine, c'est la relève américaine du sport. Enfin, aux États-Unis, tous les spécialistes, tous les mecs qui font des podcasts au MMA ou quoi, parce qu'en gros, le gars, c'est un multiple champion universitaire de lutte, mais vraiment énorme niveau, tu vois, tout le monde dit c'est un virtuose, il a fait des trucs que jamais personne n'a fait. Quand t'as ce mec-là dans ton équipe, tout le monde devient meilleur en lutte, c'est un truc de ouf. Il fait sa transition à MMA, il fait Dana White Contender Series, donc tu sais, là où tu dois impressionner Dana pour rentrer à l'UFC, il fait que gagner. Et tout le monde, en gros, aux États-Unis, ils se disent, mais quand ce mec-là va faire les débuts, ce sera déjà le début d'un phénomène, en fait. C'est déjà une star pour beaucoup de gens. Et on attend juste maintenant qu'il soit propulsé à la télé, quoi. Et là, ça va être ce week-end aussi. Ouais. Mais tu vois, en plus, c'est le premier combat de la soirée pay-per-view. Donc, c'est le bienvenu. C'est vraiment la bienvenue. La soirée, elle va être bien parce que vous avez vu, il y a eu un combat de ouf. Ouais. Tu vois, et vous avez vu le chaos qui vient de se passer. Le reste de la soirée, venez acheter le pay-per-view, tu vois. C'est un petit peu comme ça qu'ils vont le marché. Elle est bien foutue, cette carte. Volkan, je voulais terminer avec un truc. On a parlé ensemble, toi et moi, aujourd'hui. Apparemment, ça se lance sur une nouvelle plateforme pour Volkan Ozdemir. Ah oui. Ouais, Twitch, t'as vu, je connais pas encore toutes les particularités. T'as vu, je te posais 2-3 questions aujourd'hui. Ouais. C'est quoi ta chaîne que je la partage là pour tout le monde? On va te donner un peu de ce fort. Ouais, c'est Volkan 1700. Donc sur Twitch. 1700 comme Fribourg, hein, t'as vu? Ok. D'où je viens.
Et ouais, t'as vu, j'ai commencé à faire un Twitch une fois là, avec Show H1 sur Call of Duty. Ce qui est bien avec Volcan, c'est que tu sais, le mec qui se lance dans le stream, c'est avec Joe, quoi. C'est pas son Commence petit. Non, mais tu vois, j'avais aucune idée les boutons à appuyer partout, comment mettre la caméra. Enfin, bon, on a lancé le truc, c'était bon, on a mis play, frère, j'avais 500 followers en un coup là. Non, c'était stylé. Mais non, je lance maintenant Twitch, on va voir un petit peu comment ça se passe. Moi, je joue beaucoup maintenant ces temps à Warzone, t'as vu, alors je me suis dit pourquoi pas aussi, t'as vu, moi tous les jours après l'entraînement, je lance un petit peu une partie, t'as vu, je me décompresse. Donc, bam, tu vois. Maintenant, on va lancer Twitch. Et puis on va se faire plaisir. Ah, ça fait kiffer. Donc j'ai mis le lien dans le chat. Volcan est en ligne, il fait un duplex aussi de notre interview. Comme quoi ça a marché ce que je t'ai dit, hein. Je suis content. Ouais, je vois maintenant les gens, ça commence à cliquer. Clic. En tout cas, merci beaucoup Volcan pour le temps, pour le dans la sauce, pour les analyses et tout. Quel kiff de parler. C'est la première fois Flo qui parle avec toi, mais Volcan, c'est la famille. Merci Volcan. Flo, bienvenue dans notre famille. Hein. Et bienvenue sur Twitch à toi aussi Volcan. Je te souhaite pas que Volcan passe vous dire bonjour dans les studios parce que tu vas t'en prendre une belle dans les côtes, je pense. Je voudrais pas abîmer son autre main, donc c'est mieux pour lui. Flo, t'inquiète pas, c'est une souris électrique, frère. Il va trop vite, tu vas voir, il va t'esquiver, mon pote. Attends, le chauffe pas trop quand même. Le chauffe pas trop. On va te retrouver à la machine à café, tu verras. Non, merci beaucoup Volcan. On a hâte d'avoir des nouvelles sur ton prochain combat, ton rétablissement, etc. Donnez de la force sur les réseaux à Volcan, surtout sur Twitch, puisque vous l'avez compris, il se lance là-dessus et je pense qu'on va se taper des barres avec Volcan ou sur Warzone ou sur d'autres trucs. C'est à tout moment, il va dire vas-y, je fais une petite soirée là. T'es avec qui? Ouais, des mecs là, Gotaga et tout. C'est sûr. Je sais pas si tu connais. Des petits streamers qui montent. Non, ça fait kiffer. Merci Volcan. Tu sais très bien que quand t'es sur Paris, t'as un petit crochet à faire dans le studio à chaque fois. Bah, je comptais passer pour le RS là, le 9, mais malheureusement ça se fera pas. Mais j'avais prévu un RMC direct, premier arrêt, petit stop. Bah ouais, parce que moi, je sais pas si tu vois, mais j'ai séché un peu là. C'est vrai? La prépa là, je suis en cours là. Je t'avais dit. On va tester ça alors. Merci encore Volcan et passe une très très bonne journée. Bon rétablissement, mettez du love un peu, mettez de la support dans le chat pour Volcan. Merci. Et on s'attrape bientôt.